vers la sobriété heureuse. La pauvreté en tant que valeur de bien-être. Il s'agit là du titre de l'un des chapitres de mon livre autobiographique publié en 1984 sur l'insistance d'un ami, petit éditeur ardéchois. J'avais donné à cet humble ouvrage le titre « Du Sahara aux Cévennes » et pour qu'il n'y ait pas confusion avec une sorte de Paris-Dakar à l'envers, j'avais ajouté comme sous-titre « Ou la reconquête du songe ». Symboliquement, cela signifiait reconquérir la liberté à l'égard du temps-argent pour retrouver l'intemporalité sans objet du dit songe. Contrairement au rêve, que peuplent des images suscitées par nos désirs, le songe est un état d'immobilité totale, une méditation hautement bénéfique à l'âme. Le concept de pauvreté avait de quoi déconcerter, mais pour nous c'était une véritable option de vie, et non une proclamation morale parmi d'autres. La conviction selon laquelle l'avenir est à la civilisation de la sobriété n'a cessé d'être à mes yeux une évidence grandissante, et dans la boulimie consommatrice qui étreint le monde, une nécessité vitale. J'aimerais étayer mon propos d'un témoignage vécu, significatif de l'état d'esprit qui nous animait déjà lorsqu'en 1961 nous avons choisi d'abandonner la vie urbaine pour vivre au sein de la nature, du travail de la terre nourricière. Ainsi, du Sahara aux Cévennes, qu'un nombre important de lecteurs connaissent pour avoir été une sorte d'anticipation sur les évolutions qui caractérisent la société d'aujourd'hui, retracer mon parcours du petit Saharien né dans une famille traditionnelle musulmane. Pour que le présent témoignage soit aussi clair que possible, j'emprunterai à cet ouvrage le récit de certaines de mes expériences. Je prie le lecteur de ne voir dans cette évocation aucune vanité, mais l'exposé de faits relatifs à notre sujet, à savoir la sobriété heureuse. Orphelin de mère à l'âge de 4 ans, je fus confié par mon père forgeron pour être instruit à un couple de Français sans enfants. L'enfant que j'étais a eu beaucoup de difficultés à assumer son appartenance à deux cultures, porteuses de valeurs souvent contradictoires. Entre tradition et modernité, islam et christianisme, nord et sud, j'ai grandi loin de ma famille traditionnelle, ma famille d'adoption ayant été mutée dans le nord de l'Algérie. Après des études scolaires médiocres, je suis devenu un autodidacte acharné. Je voulais comprendre, trouver des réponses. Je lisais les philosophes, les humanistes, les mystiques, et m'intéressais à l'histoire. À l'âge de 16 ans, je suis devenue catholique. Dans cette période de bouleversement, je m'interrogeais sur ce que représentait vraiment cette civilisation qui m'avait appris que mes ancêtres étaient des Gaulois. Adolescent, j'ai également souffert de la violence de la guerre de libération algérienne. Finalement, j'ai quitté l'Algérie pour la France à la fin des années 50, dans une solitude totale. J'ai trouvé un travail d'ouvrier spécialisé dans une entreprise de la région parisienne et assez vite n'ai pu souscrire à un modèle de société qui, à l'évidence, aliénait l'être humain. J'ai rencontré Michel et ensemble, nous décidâmes de fonder une famille, mais pas dans cet univers hors sol. En 1961, dans un processus de retour à la terre, nous nous installâmes dans la Cévenne ardéchoise. N'ayant pas le moindre sou pour acquérir un lieu où incarner notre rêve, la seule possibilité suggérée par des âmes compatissantes était de contracter un emprunt au Crédit Agricole qui fonctionnait encore comme une vraie mutuelle. Renseignement pris à l'agence des vents, en Ardèche du Sud, l'obtention d'un prêt était conditionnée par des compétences en agriculture de la part de l'emprunteur. Rien de plus logique. Mais je devais en l'occurrence avouer que je n'avais pas les qualifications requises. Pour me conformer à cette exigence, j'ai donc suivi des cours élémentaires d'agriculture dans une maison familiale rurale ardéchoise. La scolarité étant payante et nos ressources des plus limitées, j'ai dû en mettre un coup pour assimiler le programme de 3 ans en une année. J'obtins mon petit BAA, brevet d'aptitude agricole, que j'ai complété par 2 ans de pratique en tant qu'ouvrier agricole. Après avoir parcouru toute la région à mobilette à la recherche d'une exploitation disponible, j'ai fini par trouver un lieu qui enchanta Michel autant que moi-même et nous décidâmes de nous y installer. Le plan cadastral en main, je me rendis, l'espoir au cœur, à l'agence du Crédit Agricole pour constituer mon dossier. Mais la description du domaine a déconcerté le directeur de l'agence. Les 4 hectares de terre de garrigues sèches et rocailleuses étaient constitués de petits placets issus d'un épierrement acharné poursuivi sur plusieurs générations. Le mât en pierre était encore debout au milieu de cet espace austère, mais nécessitait des travaux assez importants.
Une trentaine seulement de mètres cubes d'eau pluviale étaient collectés dans des réservoirs aménagés par les anciens dans les failles naturelles souterraines. Le préposé de la banque trouva notre choix tellement irrationnel qu'il déclara ne pas vouloir nous aider à nous suicider en nous accordant le prêt demandé. L'époque était un exode rural massif et le nombre de fermes à l'abandon ne cessait de croître, comme en témoignait la liste que le directeur me mit sous les yeux. Son doigt glissa de haut en bas sur le papier et s'arrêta sur une exploitation de 40 hectares située dans la vallée Glérieux, plaine fertile, paradis des arbres fruitiers en général et de la célèbre pêche ardéchoise en particulier. « Je préfère, me dit mon interlocuteur, vous prêter 400 000 francs pour l'achat de cette exploitation où vous ferez de l'argent, plutôt que 15 000 pour un lieu où, à l'évidence, vous allez faire périr votre famille. » Jaillit alors de ma bouche, comme si j'étais dans un état d'ébriété, une phrase insensée dont j'allais me repentir aussitôt. « Monsieur, dis-je, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. » Ce qu'il ne faut jamais proclamer dans une agence bancaire. Le préposé ne dit mot, mais sa mine découragée et la façon dont il remballa sa liste en dirent long sur son exaspération que je trouve a posteriori tout à fait légitime. Ma requête ne pouvant être écartée, le dossier fut néanmoins constitué et présenté à la commission de sélection et de validation de la banque. En attendant, la négociation avec le directeur d'agence s'acheva sur un salut plus que bref et je quittai l'établissement dans un état de confusion proche du vertige. J'avais le sentiment d'avoir, en cédant à une pulsion sincère mais stupide, commis une maladresse fatale à mon projet, maladresse que j'ai payée par des jours et des nuits d'intense inquiétude et d'insomnie. J'étais convaincue que le prêt ne me serait pas accordé. Comment aurais-je pu expliquer à une personne dont la bienveillance à notre égard ne faisait en la circonstance aucun doute que notre quête, bien que prenant en compte la nécessité absolue de gagner de l'argent pour réaliser notre projet, avait également d'autres finalités que cette dernière? Comment faire entendre à cet honnête homme, totalement gagné à l'idéologie du productivisme agricole, que la beauté du lieu, le silence dans lequel il était immergé, la lumière, la splendeur du paysage, représentaient pour nous des valeurs inestimables, au point de déterminer notre choix en dépit de critères agronomiques des plus défavorables. Nous voulions simplement vivre des biens tirés de la terre nourricière, en même temps que de la nourriture immatérielle que la nature offre en abondance, sans autre contrepartie que notre satisfaction intérieure. Finalement, grâce à l'appui d'un sénateur qui avait bien compris nos aspirations, nous avons obtenu un prêt au taux de 2% remboursable sur 20 ans, ce qui était quasiment un cadeau. C'est ainsi que nous avons acquis le lieu, précédemment décrit, sur lequel nous vivons depuis 45 ans. Avec ce comportement extravagant dans le contexte de l'effervescence et de la prospérité des 30 Glorieuses, nous venions de choisir consciemment, résolument, la sobriété heureuse comme art de vivre. Paradoxalement, ce choix de la simplicité a comporté des contraintes et des complications de toute nature, parfois à la limite du supportable. Même la simplicité dans un monde voué au profit sans limite a un coût. Mais cette quête nous a donné la sensation de cheminer sur une voie juste et libératrice, intimement liée à une nature dont la beauté et le mystère ont instillé dans notre esprit cette étrange sensation d'être véritablement relié au principe originel et à l'énergie incommensurable qui l'a engendré. Nous en avons été irrigués, et c'est ainsi que nous avons eu, par la force de notre conviction, le courage de faire d'un lieu dénudé et austère une modeste oasis, un petit royaume de patience. Durant 7 ans, en attendant l'adduction d'eau communale, nous avons donc vécu sur nos maigres réservoirs. Il n'y avait pas non plus de raccordement électrique, dont nous nous sommes passés pendant 13 ans. Bougies, lampes à pétrole et lampes à gaz ont suffi. Le chemin partant de Pluie n'était pas praticable pour notre vieille et travaillante Juve 4, sur laquelle j'exerçais un acharnement thérapeutique permanent jusqu'à la fin de sa vie, plus que méritante. En résumé, le confort moderne n'avait pas investi cette enclave dont l'intégrité témoignait encore d'un temps révolu, qui éveille en moi une étrange nostalgie. Nos méthodes de gestion du petit domaine se sont fondées sur des principes écologiques, à l'exclusion de toute nuisance chimique. C'était le refus radical de l'agriculture industrielle, qui ne peut produire sans détruire, ce qui à nos yeux représentait une exaction majeure contre la terre nourricière, la nature et les êtres humains. Les pesticides affectent toutes les ramifications du système vivant jusqu'à atteindre l'être humain par son alimentation dénaturée.
C'est ainsi que nous sommes entrés en écologie, rejoignant les rares pionniers de l'agriculture biologique et écologique inconditionnelle. Les méthodes agronomiques appliquées sur notre domaine ont été testées en d'autres lieux, en particulier dans les zones sahéliennes dégradées par la sécheresse des années 70. Le paysan sans frontières est devenu un petit guérisseur, un avocat de la terre, dont le respect est la plus belle occasion donnée à l'être humain de vivre et de s'enchanter, au lieu de se transformer en prédateur destructeur. Le cheminement est devenu engagement et initiation au cœur du grand mystère. Ainsi, le principe de sobriété heureuse que je prône n'est pas un principe de circonstance. Il vient d'une conviction intrinsèquement liée à un choix de vie. La terre et les animaux compagnons qui nous ont permis de vivre en ce lieu magnifique n'ont jamais été considérés seulement comme les moyens de gagner l'argent dont nous avions besoin comme tout à chacun. Au-delà de simples ressources que notre labeur mettait en valeur pour répondre à nos besoins matériels, nous les considérions comme des offrandes de la vie. Sur ce chemin, nous n'avons au demeurant pas été exempts de soucis matériels, tourments intérieurs, dissensions et divergences. Mais ces difficultés se sont révélées nécessaires pour une meilleure compréhension de soi-même et des autres. Cette vie est à l'évidence un chemin initiatique ascendant. À mesure que nous la gravissons, comme sur le flanc d'une montagne d'incertitude, de méconnaissance et de doute, le paysage s'élargit, devient plus intelligible, et la conscience semble s'élever, se clarifier. Dans cet itinéraire singulier, construire un lieu de vie structuré, concilier les exigences économiques avec les impératifs écologiques, nécessite beaucoup de rigueur. Vivre autrement dans le contexte d'une société solidement campée sur des principes érigés en normes irrévocables soulève des questions auxquelles nous ne sommes pas toujours préparés. J'entends par rigueur le sérieux avec lequel on construit, sans tomber dans une rigidité tétanisante, une alternative, avec les moyens dont on dispose et ceux qu'il faut inventer, surtout lorsque l'argent manque. Les efforts révolutionnaires des mouvements de protestation comme celui de 1968 ont souvent été réduits à néant ou à la portion congrue par la confusion de la désinvolture et de la liberté, elle-même assimilée au refus de toute contrainte. Une vision rationnelle et objective est en fait indispensable pour satisfaire aux besoins matériels. Aussi, avons-nous géré notre petite ferme comme une petite entreprise, respectant les règles qu'impose une telle gestion. Mais contrairement à ce qui se passe dans une entreprise ordinaire, pour laquelle extension est synonyme de réussite, nous avons d'emblée opté pour l'autolimitation. C'est cela qui a été notre réussite, car la sobriété est une force. La valeur ajoutée aux produits de base s'est construite sur un rapport marchand intégrant le facteur social. Rencontres conviviales sur le marché, à la ferme. Ainsi avons-nous évité à tout prix de nous marginaliser, de nous retrancher de la communauté environnante. Pour nous, vivre autrement ne consistait pas à édifier une enclave au sein de cette communauté. Modération comme principe de vie, et modération comme expérience intérieure constituant l'avers et le revers d'une seule et même quête de sens et de cohérence.